Bubble change ses prix et c'est la panique. Certains ont vu leur facture passer de 29 $ à plus de 10 000 $. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur le changement de prix, les impacts que ça va avoir peut-être pour vous si vous êtes sur Bubble. On va parler des points positifs, des points négatifs et mon avis sur la question et pourquoi ce changement était inévitable. Si vous découvrez cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, je suis Théo, un solopreneur et sur cette chaîne je parle de no-code, de productivité et d'IA. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je suis pas du tout affilié avec Bubble de quelque sorte que ce soit, donc je peux avoir un avis très objectif sur la question. Je vais partager mon ressenti sur ce changement de prix, mais également par rapport à ce qui se passe dans l'écosystème. Donc hier, Bubble a annoncé un changement de prix qui va impacter toutes les applications qui ont été créées sur Bubble. Ils avaient déjà essayé en 2022 et ça avait donné lieu à un backlash énorme, tout simplement parce qu'il avait peut-être fait de la mauvaise façon en s'attaquant non pas à la capacité, mais au nombre de lignes dans la base de données. Du coup, certains s'étaient retrouvés à devoir automatiquement scaler par rapport à l'historique qu'ils avaient sur la plateforme. Ils ont retravaillé pendant un an en prenant plein de retours des clients, etc. Et ils ont partagé aujourd'hui la nouvelle forme. Ce qui est important de savoir dès le début, c'est que vous allez avoir 18 mois de période tampon pour changer, vous ajuster et comprendre le nouveau mécanisme sur Bubble. D'ailleurs, les gars de Flusk ont fait un article très complet en anglais qui résume toutes les nouveautés et leurs impacts. Donc je vous conseille d'aller le regarder, je mets le lien en description si vous voulez plus de détails sur cette question. Le principal changement et qui fait trembler tout le monde, c'est que on passe d'un système de capacité à un système de WU ou Workload Units. Sur les tarifs de plan de base, ça change pas vraiment, il y a juste une petite augmentation qui est selon moi plutôt pour absorber l'inflation, mais le véritable changement vient de ces Workload Units. Ce que le fondateur de Bubble, Emmanuel Strachnov, disait, c'est que quand ils aient des progrès de performance sur Bubble, en fait c'était pas vraiment valorisé, tout simplement parce que les apps marchaient mieux, les gens atteignaient plus difficilement les capacités et en fait ils perdaient de l'argent parce qu'ils passaient plus au plan supérieur. Donc le produit s'améliorait et eux perdaient de l'argent. Ce qui, selon mon expérience, est plutôt valable comme explication. Le problème de la capacité, c'est que certains utilisateurs chargeaient vraiment la mule et avaient parfois des ralentissements sur leurs applications, refusant de passer à un plan supérieur et étant toujours à 100% de la capacité. La différence entre l'ancienne version capacité et maintenant les Workload Units, c'est que plus personne n'aura de soucis de performance. D'ailleurs, il y a Aski sur le forum qui a mis une illustration qui montre la différence entre les deux, entre capacité et maintenant avec les Workload Units. La performance sera maximale pour tout le monde, incitant Bubble à mettre les bouchées doubles pour l'augmenter, puisque maintenant les limites ne seront pas au niveau des performances, mais plutôt au niveau de l'usage qu'on a d'une application. Alors on va voir les prix en détail, donc ça a juste un petit peu augmenté, passant de 25 à 29 $ pour le premier plan, et avec ça vous allez avoir 25 000 Workload Units. À noter que les Workload Units, c'est pas forcément une action. Parfois une action peut prendre plusieurs Workload Units, etc. Les plans Starter, Growth and Team gardent la même structure, sauf que maintenant on a les Recurring Workflows sans limite à tous les plans. Le prix du stockage va baisser également puisque le coût par giga est largement inférieur qu'avant et la différence viendra vraiment des Workload Units. Donc il y a 175 000 pour le plan Starter et ça va jusqu'à 500 000 pour le plan Growth. À noter qu'on peut voir son usage directement depuis les logs et qu'on a la capacité d'acheter des Workload Units supplémentaires au besoin. Je vous mets le détail sur cette image. D'ailleurs c'est le gros point noir et c'est pour ça que ça a créé un petit drama parce que certains utilisateurs ont vu leur note de Workload Units allant parfois jusqu'à plusieurs millions, voire des dizaines de millions, voire même des centaines de millions. Et du coup, tout le monde a paniqué, tout le monde a menacé de partir, tout le monde a lancé des tomates sur Bubble. Mais à ça, j'aurais envie de répondre plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est pas forcément définitif, notamment au niveau du calcul. Bubble a montré qu'ils savaient écouter les retours de clients, pas comme Adalo d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils ont pris un an pour revenir avec cette nouvelle formule. La deuxième, c'est que vous pouvez garder votre plan 18 mois, pas 1 ou 2, 18. 18 mois, c'est très long et à mon avis, il y a un bon paquet de plateformes qui n'existeront plus dans 18 mois. Le troisième point, c'est que d'expérience, et j'ai vu une tonne d'applications, probablement plus d'une centaine, en général, c'est plutôt très mal optimisé, puisque Bubble va nous donner des pistes avec des vidéos, des contenus, etc. pour nous aider à nous améliorer sur l'optimisation des applications. Et la dernière, c'est parfois, j'ai noté des captures d'écran où il y avait juste une action qui prenait 40% des Workload Units, et en fait, si juste on l'optimise mieux, ou si on la réduit, ou si on trouve une façon de contourner ça, donc je pense que c'est un problème surtout de compréhension et d'absence de savoir comment est-ce qu'on peut optimiser plutôt qu'un problème d'usage en tant que tel. Cependant, selon moi, Bubble a fait plusieurs erreurs. La première, c'est celle de compter les Workload Units aussi sur la version en développement parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens, notamment ceux qui font des plugins, qui utilisent la version en développement pour justement permettre aux utilisateurs de voir comment est-ce que le plugin fonctionne. Ça, je pense qu'ils devraient le retirer ou alors ils devraient le faire d'une manière différente en consommant moins que la manière live. Je pense aussi que les calls API
prix sont mal pondérés. En général, dans ce que j'ai vu, ils sont assez lourds et je me demande si c'est pas un peu pour éviter une fuite vers des backends externalisés comme Xano, mais ça, on sait pas. Ensuite, je pense qu'ils auraient dû proposer du contenu d'optimisation avant d'annoncer le prix en disant qu'ils allaient faire des changements sur leur prix et qu'ils allaient envoyer des premiers contenus pour expliquer comment optimiser. Je pense que l'annonce a été un peu prématurée et que quelques contenus préalables auraient un peu permis aux gens déjà de pré-optimiser et le choc aurait été moins violent. Et je pense que la dernière erreur, c'est de ne pas avoir accompagné cette annonce avec un gros changement bénéfique pour l'utilisateur. L'utilisateur, en général, il aime pas trop quand on lui annonce une mauvaise nouvelle. Donc je pense qu'ils auraient dû un peu combler cette mauvaise nouvelle avec une très bonne nouvelle, comme par exemple la refonte de l'éditeur avec un design plus moderne, etc. Parce que là, on a un peu l'impression qu'on retire quelque chose au client et en général, le client, il aime pas trop. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est inévitable et pourquoi est-ce que c'est logique? Pour ça, je vais vous expliquer l'exemple d'Adalo qui avait fait le même move il y a quelques mois en changeant ses prix. Le problème d'Adalo, et c'est pour ça qu'ils ont fait une erreur monumentale selon moi, c'est qu'ils ont fait ça juste après être passé sur AWS, donc il y avait des meilleures performances certes, mais ça faisait un an qu'ils n'avaient pas shippé de nouvelles fonctionnalités. Ensuite, leur concurrent numéro 1 était en train de tout éclater sur son passage en proposant un tarif à 79 $ par mois, sans limite d'usage, et ça a fait une vraie différence. Donc c'est pour ça que le move d'Adalo était un échec. Pour autant, je pense que celui de Bubble n'est pas du tout un échec, bien au contraire. Selon moi, Bubble, ça fait 10 ans qu'il se sous-paye entre guillemets. C'est-à-dire que la plateforme permet des trucs beaucoup plus avancés par rapport au prix. Si on prend la concurrence, Webflow coûte plus cher que Bubble, Flutterflow coûte 3 fois plus cher que le plan starter de Bubble, et Adalo était 2 fois plus cher que Bubble, alors que leurs capacités sont largement inférieures. Bubble, ils doivent gérer le front et le back, ce qui entraîne des coûts monumentaux, tandis que par exemple Flutterflow ne se focus que sur le front. Par conséquent, selon moi, Bubble aurait déjà dû être entre 140 et 180 $ par mois. Je sais, ça fait beaucoup, mais si on additionne une base de données performante plus un outil qui est vraiment au sommet de l'art sur les web apps, je pense que ça aurait dû coûter minimum ce prix-là. Donc Bubble a fait le choix de garder un plan abordable au début, mais il fallait bien qu'ils trouvent une autre solution. Donc ils ont choisi cette solution-là qui est selon moi plus efficace parce que ça permet aux gens de scaler. Et j'ai envie de dire que à part les applications qui sont déjà là, donc qui étaient déjà là avant et qui sont impactées, pour les nouvelles applications, je pense que c'est assez juste parce que en optimisant, en essayant d'optimiser, en général, si vous avez un gros usage de votre application, c'est qu'elle est censée fonctionner et c'est peut-être aussi à vous de répercuter le prix en conséquence. Je pense qu'il y a beaucoup de drama avec cette histoire, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'incompréhension et peut-être une mauvaise communication de la part de Bubble. Mais après tout, c'est le fondement de tous les outils qui proposent d'héberger des données. Sur Firebase avec Firestore, c'est la même chose. Sur Supabase, c'est la même chose, c'est en fonction de l'usage. Et c'était un peu bizarre que Bubble soit le seul outil qui soit pas sous le même modèle. Je pense que s'ils investissent à mort dans la performance, qu'ils fournissent des conseils, qu'ils mettent des nouvelles fonctionnalités, etc., ça sera un choix logique et dans 18 mois, je pense qu'on aura tous un autre avis sur la question. Mais je comprends que ça ait fait du drama pour des gens qui ont vu la note directement grimper dans leur espace sans comprendre vraiment pourquoi ils se sont sentis un peu attaqués, alors que je pense que c'était pas ce que Bubble voulait faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle récap bien. Pensez à aller voir les ressources que je mets en description et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi vous abonner à mon édito, teo.fr/édito. C'est un email que j'envoie avec plein de conseils sur l'intelligence artificielle, le no-code, la productivité. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner. Et sinon, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao!